Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Mary Deras, je suis la présidente de ce comité de démolition sur le 75-52 Henri-Julien. Je suis aussi la conseillère municipale de Parc Extension et la présidente du comité de démolition. Alors, ceci dit, j'invite les membres de ce comité de s'introduire. Bonsoir, Véronique Lamarre, membre du comité de démolition. Francis Grimard, membre du comité de démolition. Catherine Routier, membre du comité de démolition. Bonsoir, Éric Gosset, chef de division urbanisme de l'arrondissement. Bonsoir, Michel Lavoie, conseiller en aménagement à la division d'urbanisme et responsable du dossier. Bonsoir, Annie Robitaille, adjointe de recherche et secrétaire du comité. Alors, nous adoptons le jour. Il y a un seul sujet de démolition, un seul projet, celle de 75-52 avenue Henri-Julien. Monsieur Lavoie, vous pouvez commencer la présentation, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Excellent. Donc, la propriété visée est le 75-52 avenue Henri-Julien dans le quartier Villeray. La demande vise la démolition d'un bâtiment de type shoebox d'un étage comprenant un seul logement. C'est un bâtiment qui date de 1910. Le logement est présentement vacant. Au niveau du projet de remplacement, il est prévu d'y construire un bâtiment de 2 étages et de 2 logements, de 3 chambres à coucher, avec une hauteur de 8,53 mètres. Il y aurait également une construction hors toit qui mène la hauteur totale à 10,8 mètres. Le taux d'implantation serait de 59 %. 20 % de verdissement est prévu sur la propriété, ainsi que la plantation d'un arbre, et 2 unités de stationnement seraient fournies en cour arrière. Au niveau de la localisation, nous sommes situés dans le quartier Villeray, sur l'avenue Henri-Julien, au nord de la rue Fayon. Le bâtiment visé est un shoebox de 1910, implanté en fort recul par rapport à la rue, au point où le mur arrière est collé directement sur la ruelle, comme on peut le voir ici. Voici le milieu d'insertion. On parle de bâtiments principalement de 2 à 3 étages, comprenant 2 logements et plus. On voit aussi qu'il y a une ruelle aménagée de type ruelle verte à l'arrière de la propriété. Au niveau de l'état du bâtiment, le rapport qui a été réalisé pour ce bâtiment dénote quelques défaillances importantes. Notamment au niveau des revêtements qui sont désuets et à remplacer et qui présentent un risque d'infiltration d'eau. On voit qu'il n'y a pas de margelle au niveau du vide sanitaire qui peut éventuellement causer des problèmes d'infiltration également. Il y aurait même des traces de moisissure au sous-sol et la présence d'humidité en général. Les coûts de restauration de ce bâtiment sont estimés à 420 000 $, soit 2,5 fois la valeur du bâtiment au rôle d'évaluation foncière. On continue pour l'état du bâtiment. Donc, on voit que les murs de fondation sont dégradés à plusieurs endroits et seraient à reconstruire. Il y a beaucoup d'efflorescence au niveau du béton de la fondation. La hauteur plancher-plafond de la résidence comme telle est non conforme, à 7 pieds de hauteur seulement. Les solives seraient de dimension inadéquate et aurait une charge, il recevrait une charge supplémentaire en raison du soufflage du plancher. Pour la valeur patrimoniale du bâtiment, la direction a une grille d'analyse pour des bâtiments de type shoebox. Cette grille-là a révélé que la valeur patrimoniale du bâtiment serait moyenne, principalement dû au fait qu'il aurait perdu la plupart de ses composantes d'origine. Par contre, certains éléments d'origine peuvent quand même être décelés, notamment la grosseur des ouvertures et la symétrie de celles-ci. L'implantation en fond de l'eau du bâtiment apporterait peu de valeur paysagère à la rue
et il n'y a pas de caractéristiques architecturales ou patrimoniales qui militent pour sa conservation, toujours selon la direction. La réglementation applicable au projet de remplacement. Donc, on est dans une zone strictement résidentielle où on permet de 2 à 4 logements. La hauteur doit être de 2 à 3 étages avec un maximum de 11,5 mètres. Le mode d'implantation doit être contigu par rapport aux voisins. Le taux d'implantation peut atteindre 60% et la marge avant doit être entre 2 et 4 mètres. On est situé dans un secteur patrimonial A, donc un secteur de valeur intéressante. Voici l'implantation proposée. Donc, on voit ici le sous-sol. Donc, le sous-sol fait partie du logement du rez-de-chaussée. C'est un logement sur 2 niveaux. On voit notamment que ce sous-sol est accessible par une cour anglaise, en plus d'avoir l'accès intérieur par l'escalier intérieur. Le sous-sol a été conçu dans une perspective d'intergénérationnalité et de télétravail. Sur cette diapositive également, on peut voir les aménagements paysagers qui sont proposés. Donc, en cour avant, on a une forte végétalisation. En cour arrière, on a 2 unités de stationnement, des unités tout de même végétalisées avec du gazon renforcé et des végétaux en pleine terre, du gazon en pleine terre entre les roulières. Et il y a un arbre à grand déploiement qui est proposé à l'extrémité de la propriété. Ce serait un ginkgo biloba. Il y a également une cour anglaise à l'arrière pour le sous-sol et une terrasse au rez-de-chaussée. Toujours pour le logement du rez-de-chaussée. Voici l'élévation principale. Donc, on voit bien l'intégration du bâtiment à 2 étages, donc une hauteur semblable aux 2 voisins, avec la construction hors toit en recul. C'est un parement de briques de couleur blanche qui est proposé ici. Voici l'élévation arrière où on voit mieux l'aménagement de la cour arrière et les terrasses pour les 2 logements qui seraient partiellement protégés par des écrans végétaux. Donc, voici à nouveau le sous-sol et le rez-de-chaussée. Le 2e étage et la construction hors toit. Je mentionne encore une fois qu'il s'agit de 2 logements de 3 chambres à coucher chacun. La construction hors toit a également une terrasse supplémentaire attenante à la construction hors toit. Au niveau de la visibilité, on voit ici que la construction ne devrait pas être visible étant donné qu'elle respecte les reculs de 2 fois sa hauteur. Les matériaux de revêtement, c'est une brique de couleur blanche formant un modulaire métrique qui est proposé comme parement principal. Au niveau de la construction hors toit, il est proposé d'installer un revêtement métallique à la verticale de couleur blanche. Les accents en façade sont de type bois, donc on a du vrai bois, du cèdre, pour les insertions autour des portes. Par contre, les fenêtres seraient en faux bois qui s'apparentent au bois qui est proposé ailleurs sur le bâtiment. Les oppositions motivées, il n'y en a eu aucune. Par contre, à travers la consultation écrite, on a reçu une intervention, simplement un questionnement par rapport à l'acceptabilité des matériaux de parement qui sont proposés considérant le statut patrimonial du secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du PIA, le PIA applicable à ce secteur-là comprend un critère qui milite pour des choix de matériaux qui s'intègrent au secteur, donc des matériaux qui sont déjà présents dans le secteur. Donc, cette personne doit probablement s'inspirer de ce critère-là pour faire ce commentaire. Voici les conditions de la prise de décision du comité. Donc, le comité doit considérer les oppositions reçues, l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale du bâtiment, le coût de sa restauration, le programme de réutilisation du sol qui est proposé et son intégration au voisinage, et lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé au locataire. Dans ce cas-ci, le logement est vacant présentement. Voici la recommandation de la direction. La direction est favorable à la démolition et au programme de réutilisation du sol.
étant donné que le bâtiment est actuellement vacant, qu'il requiert des travaux importants et possède une valeur patrimoniale somme toute faible. L'implantation du bâtiment existant crée une rupture dans l'alignement prédominant de ce côté de la rue. Le programme de réutilisation représente une opportunité de mieux encadrer la rue et d'ajouter des logements sur un terrain qui est présentement sous-utilisé. Le bâtiment proposé s'intègre adéquatement au voisinage en termes de marge avant et arrière et de hauteur. Et les cours avant et arrière font l'objet d'une végétalisation assez ample. Par contre, la direction a des réserves par rapport à l'aménagement d'une cour anglaise en façade. Donc, on considère que cet aménagement-là est superflu, premièrement, étant donné qu'il est relié au logement du rez-de-chaussée. Deuxièmement, ce type d'aménagement-là n'est pas typique dans ce secteur et c'est même interdit sur les bâtiments existants d'en aménager en cour avant. Donc, étant donné qu'on est dans un secteur patrimonial où on essaie de conserver le caractère du milieu, on souhaite que cette cour soit retirée. Les requérants ont tenu à ce que je présente leurs arguments militant en faveur de cette cour anglaise. Donc, je listerai ou je ne mentionnerai pas tous les commentaires, mais essentiellement, ce qui est avancé, c'est le principe d'accessibilité universelle, de limiter le nombre de marches pour les personnes à mobilité réduite. La requérante prévoit installer sa mère, je crois, au niveau du sous-sol. Donc, il y aurait cette crainte par rapport à l'accessibilité. Les requérants avancent également que, bien que les cours anglaises ne sont pas autorisées sur les bâtiments existants dans ce secteur, elles sont quand même autorisées au niveau du zonage. Elle a tout à fait raison. Par contre, pour des raisons avancées du point de vue discrétionnaire, par rapport à l'intégration au secteur et à l'existence d'alternatives, on considère tout de même que l'aménagement devrait être retiré. Donc, nous sommes rendus à la décision du comité et aux délibérations. Merci, Michel. Merci à vous. Questions ou commentaires, s'il vous plaît? Michel, par rapport à la cour anglaise en avant, tu viens juste de dire qu'il y a des alternatives. Puis, on a ça serait quoi l'alternative outre passer par le logement? C'est-tu comme est-ce que tu penses qu'il y a une alternative à donner accès sans faire de cour anglaise par l'avant? Et ma deuxième question par rapport à ce sujet-là, c'est, je pense dans la lettre avec les arguments là, du requérant, il disait qu'ailleurs, ça avait été accepté par le CCU dans un autre projet. Est-ce que tu as plus d'informations à ce sujet-là? Oui, pour commencer avec le deuxième point, l'affirmation est fausse. Ça faisait référence en fait au voisin. Le voisin qui est ici. Ce bâtiment-là a été autorisé avant qu'il y ait des exigences. En fait, c'était au début des années 2000. Il n'y avait pas de passage au CCU pour les nouvelles constructions à cette époque-là. D'accord. Maintenant, par rapport aux alternatives, étant donné que le sous-sol est relié au rez-de-chaussée, on se disait que ça pourrait être possible d'avoir un vestibule partagé au niveau du rez-de-chaussée, tout simplement. D'avoir une porte qui est partagée initialement, puis d'avoir deux portes à l'intérieur, une qui mène vers le rez-de-chaussée et une qui mène vers le sous-sol. Parce que le sous-sol, c'est un logement distinct, c'est ça? C'est pas un logement distinct, c'est le sous-sol du logement du rez-de-chaussée. Puis c'est aussi dû au fait qu'il y a une cour anglaise déjà à l'arrière qui mène directement au stationnement. C'est ce qui avait motivé un peu notre argumentaire également. Puis si tu regardes les aménagements au sous-sol un peu, Francis, tu vois qu'il y a comme une chambre et une espèce d'air de vie avec... il y a l'air d'avoir un genre de lavabo. J'imagine que c'est une cuisinette qu'on imagine avec un petit salon, là. Ouais. Mais ouais. Mais ça fait quand même, tu sais, si on pense accessibilité, là, ça fait quand même, il faut que la personne monte, mettons, dans le vestibule et redescende quand même. Tu sais, ça fait quand même
puis c'est pas aussi simple que partir du trottoir puis juste descendre quelques marches. C'est certain que le nombre de marches joue pour quelque chose. En contrepartie, les marches extérieures au niveau du déneigement, c'est jamais bien gagnant. Puis on sait que ces cours anglaises-là ont des problèmes d'infiltration d'eau puis sont plus difficiles à entretenir. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que l'intégration quand même de cette cour anglaise-là est quand même, je la trouve quand même bien faite. Quand tu regardes le bâtiment, là, si tu montres le rendu vu de l'avant, moi, je trouve quand même que je trouve pas ça particulièrement tannant, là, particulièrement agressant. Ça fait comme toute une espèce de partie d'entrée. En tout cas, pour ma part, j'aime pas quand les gens nous donnent des arguments faux, là, mais c'était peut-être juste une erreur de date de sa part. Là. Mais... Non, mais elle n'était pas au courant. Je lui ai mentionné par courriel considérant le bâtiment voisin, c'était avant qu'il y ait de réglementation, d'accord. Mais même si tu regardes celui du voisin là, comme vraiment un cas existant, pendant que les autres posent des questions, je vais aller sur Google pour le regarder, voir si c'est dérangeant, mais après ma part, je ne trouve pas ça si dérangeant que ça. Et ça veut pas dire que depuis l'avenant du PIA de nouvelle construction qu'on n'a pas autorisé des cours anglaises. Des fois, on les a autorisées, mais en général, on considère que ce n'est pas des aménagements convenables. OK. Mais on les a déjà fait rapetisser. Il me semble qu'on a un projet qu'on les a déjà fait, tu sais, il était comme un peu trop extravagant dans la grosseur de la cour avant, là. Mais dans ce cas-ci, en tout cas. Dans ce cas-ci, elle était plus grande, mais on lui a fait rapetisser. En effet, mais là, elle est rendue, je crois, au minimum. D'accord. Ben, je suis d'accord avec Catherine. Je trouve qu'elle est bien intégrée malgré tout, là. Mais ouais, c'est mon seul commentaire. Parce que je trouve que c'est un beau projet, là. C'était la brique blanche aussi qui me préoccupait, là, mais je trouve vraiment que c'est un beau projet. Dans le contexte, est-ce qu'il faut y faire changer sa brique, là, ça? Parce que la maison, je trouve vraiment c'est une belle architecture, là, mais on dirait que après ça, j'ai regardé sur Google Maps, là, puis c'est toutes des maisons qui ont de la brique foncée. Fait que c'est... On aura l'occasion d'aborder cette question au niveau du CCU si oui, la démolition est approuvée. parfait. Je tiens à vous le mentionner. J'ai pas d'autres commentaires. Là, je suis comme tiraillé parce que moi, ça ne me dérange pas tant la cour. Tu sais, je pense souvent, là, j'ai souvent vu le voisin avec la cour anglaise. Mais elle est énorme, hein? Si tu regardes sur Google, là, la cour anglaise, là, elle fait toute la largeur avant du bâtiment. Là. Ouais. Celle du voisin. Alors que là, ici, on parle. C'est comme une terrasse, c'est comme une petite terrasse. Oui, c'est comme une petite terrasse avant. Puis, je la trouve pas si dérangeante que ça, quand même. Mais si tu regardes le projet ici, c'est vraiment comme. On parle juste, là, une petite entrée en dessous d'un balcon. En tout cas, Mais tu sais, c'est sûr qu'on s'éloigne de la typologie duplex comme le voisin à côté. Puis je pense que c'est un peu l'esprit qu'on veut respecter, là, d'avoir de ne pas s'éloigner trop de cette architecture-là. Moi, j'aurais pas de problème à me ranger du côté de la recommandation de la ville de limiter cette cour anglaise en avant, tu sais, pour toutes les raisons là, d'infiltration, puis peut-être de complications liées à la neige, puis il y en a déjà une en arrière. Donc, moi, j'aurais pas de difficulté à suivre cette directive-là pour accepter le projet de démolition. Je vous aide pas bien, là, mais... Non, mais c'est correct. Je pense que moi, mon avis va dans le sens contraire. C'est vraiment, je la trouve bien intégrée. Puis aussi, c'est vrai que l'accessibilité, tu sais, je veux dire, des fois, on se fait présenter comme des arguments un peu... C'est un escalier de moins à prendre. Ben oui, mais t'imagines grimper puis redescendre un escalier complet versus, tu sais, comme quelques marches. L'argument est valide, les aménagements à l'intérieur
appuie ça. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je serais plus tentée d'aller dans le sens contraire, en fait, de pas suivre les recommandations de la direction, puis d'y aller avec ce projet-là. Donc, mais ça se fait, par exemple, il y en a des plex qui ont des descentes intérieures. Là. Ça, c'est sûr que c'est une option. Là. Est-ce qu'il faut statuer sur la cour anglaise maintenant ou? On pourrait aborder ça au niveau du CCU si vous le désirez. On peut réserver toute cette thématique-là au CCU. C'est vraiment vous qui décidez. Parce que moi, je suis favorable pour la démolition, en tout cas. Ça. Puis la réutilisation à quelques petits détails près. Là. Oui, je suis d'accord. On peut se mettre d'accord là-dessus. Francis? Même chose. Même chose. Bon. Je pense qu'on... Alors, je vois que tous les 3 membres sont en faveur de la démolition. Je vais proposer. Merci, appuyez par Catherine. C'est beau. Donc, au niveau de la résolution, on accepte la démolition du bâtiment existant et le projet de remplacement qui prévoit une construction résidentielle de 2 étages, de 2 logements avec construction hors toit, avec un taux d'implantation maximal de 60%, sans condition. C'est bien le cas? C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne analyse. Alors, ceci met fin à cette séance de démolition et on lève l'Assemblée. Est-ce qu'on a besoin de